Bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir, ravis d'accueillir Claude Champagne pour ce petit moment de causerie. Comment tu as dit cet après-midi? Et nous, on dit, au Québec, on dit de jazette. La jazette, Oui. on va jaser. On va jaser ensemble. Tirez-vous une bûche, on va jaser. Allez, ouais. Avant toute chose, vous avez un petit panneau, un petit écriteau sur le droit à l'image, puisque cette conférence va être filmée. Donc pour toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas, alors vous êtes tous de dos, donc ça devrait aller, mais s'il y a des questions, quoi, vous allez quand même être filmés. Donc merci d'indiquer discrètement à Nathalie là-bas si vous ne souhaitez pas être filmé, puisque là je crois que la vidéo va démarrer dans quelques secondes. Donc voilà. Mais vous avez des dos formidables. On a vu derrière. Ouais. On est super content de vous accueillir. Donc c'est une conférence organisée par les apprenantes organisations que nous représentons ici, Eric et moi. Merci. Et on est ravis d'accueillir donc Claude qui est venu déjà ce matin en masterclass. Donc on a pu, certains d'entre vous ont pu vivre un co-développement avec Claude Champagne. Il y en a qui s'en remettent pas encore, qu'il faut réanimer. Donc bienvenue pour ce petit temps-là. Je laisse la parole à Eric qui va vous souhaiter la bienvenue aussi. Merci Corinne. Ravi de vous retrouver. Alors, on est sur un format de conférence, échange, discussion libre. Si vous êtes là, c'est que vous êtes toutes et tous probablement déjà un peu intéressés, inspirés par le co-développement. Donc on avait envie de vous proposer une grande séquence de questions-réponses avec Claude. Ça vous va? Bon, on espère que ça vous va quand même. Hein? Oui, parce que ce matin, il m'a demandé qu'est-ce que va être la conférence. Puis je dis, il n'y en a pas. On va construire ça ensemble comme en co-développement. Alors... Et donc je me lance pour une première question, mais dès que vous avez envie, vous attrapez le micro, vous nous faites signe et puis vous posez des questions. OK? Mais on peut les questionner en premier, leur demander, oui, pour savoir qui d'entre vous avait été pris dans le périphérique pour vous rendre ici. À la main levée, quelques-uns. Les sièges derrière, c'est ça, OK. Qui d'entre vous avait mangé du poisson ce midi? Ah, quand même, oui. Qui d'entre vous connaissait le co-développement? On va dire à l'inverse. Qui d'entre vous ne connaissait pas du tout le co-développement? Il y en a quand même quelques-unes. OK. On va essayer d'ajuster pour s'assurer que tout le monde puisse bien suivre. Qui parmi vous est vous-même praticien en co-développement? Vous animez ou vous gérez des programmes où il y a du co-développement? Merci. Merci de faire ça. Merci de contribuer à faire connaître et faire profiter de cette méthode à vos pairs. Et comment était venue l'idée, Claude, du co-développement? Parce que c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 40 ans, et puis on en parle partout, là. Bien, ça n'existait pas, mais de réfléchir sur sa pratique, les Grecs faisaient ça déjà il y a un certain moment. Plus proche de nous dans le temps, il y a des gens comme Argyris et Shern aux États-Unis qui ont fait développer des modèles sur le praticien réflexif. Ceux d'entre vous qui connaissez les analyses de pratique aussi, il y avait les méthodes Balint. Il y a des gens qui travaillaient avec des méthodes de l'action learning qui ressemblent toutes un peu au co-développement. Où le co-développement ressemble aussi à ces méthodes. Il y a comme de l'hybridation assez riche qui s'est faite de ces côtés-là. De mon côté, sans rentrer dans les détails de la petite histoire, je peux juste dire que quand j'ai terminé ma formation théorique à l'université, j'étais insatisfait de la formation pratique que j'avais reçue. Et je n'étais pas le seul. J'ai regroupé un groupe de jeunes professionnels comme moi qui étions en psychologie et qui voulions améliorer notre pratique. Et on a travaillé avec un psychologue au Québec qui s'appelle Yves Saint-Arnaud, qui faisait de la praxiologie, qui est une forme d'analyse de pratique avec les modèles de Argyris et Donald Shern. Et avec lui, donc on a fait un bon boulot pendant un certain temps. Et après, quelques années après, j'étais responsable de la formation dans un centre hospitalier, avec peu de moyens, mais beaucoup d'ambition et beaucoup d'intérêt, de voir qu'il y avait des connaissances intéressantes chez les managers dans notre organisation et qu'on pouvait peut-être en faire profiter les uns et les autres. Alors, j'ai proposé qu'on utilise une méthode qui ressemblait à ce que j'avais fait avec Yves Saint-Arnaud. Et c'était un succès assez fulgurant dès la première année.
Deuxième année, on a constitué un nouveau groupe, encore un beau succès. J'en ai parlé à des pairs dans mon réseau, des gens qui faisaient comme moi de la gestion de la formation en milieu hospitalier. Et avec eux, donc en faisant une conférence où j'ai présenté le truc que j'appelais à ce moment-là de l'auto-perfectionnement en gestion, qui n'était pas exactement ce qui est maintenant le co-développement. Donc, en présentant avec eux, vu l'intérêt à la fin de la conférence, j'ai lancé l'invitation qu'on puisse travailler ensemble pour explorer sur notre métier que l'on pratiquait tous et toutes, comment on pourrait utiliser ça. Donc, on était une quinzaine de personnes qui ont été intéressées. Et je connaissais déjà Adrien Payette qui enseignait à l'École nationale d'administration publique. Je le connaissais par un livre qu'il avait écrit qui s'appelait « L'efficacité des gestionnaires et des organisations ». Il faisait quelque chose qui ressemblait à ce qu'on mettait aussi en pratique, inspiré pas mal des mêmes courants. Alors, j'ai contacté Adrien pour savoir si ça lui tentait de se joindre à nous. Et avec enthousiasme, il s'est joint à nous. Alors, lui, il donnait un cours à l'université à des managers qui étaient des gens en exercice, qui allaient là pour se perfectionner et qui trouvaient que c'était très pertinent de partir de leur pratique professionnelle pour partir des cas qu'ils connaissaient déjà. Il existait déjà la méthode des cas de Harvard, mais ces cas-là traitaient de cas externes, alors que là, les gens apportaient leurs propres cas qui travaillaient en groupe. Donc, c'est un peu ça, autour de ça qu'Adrien travaillait. Et donc, avec notre groupe, après un an, on a décidé d'écrire un livre sur le sujet avec Adrien. Et puis, la méthode s'est diffusée un peu. Au début, on pensait, nous, qu'un certain nombre de personnes y trouveraient un intérêt ici et tout. Jamais on n'avait pensé que ça pourrait intéresser des gens à l'extérieur du Québec. Et avec le temps, non, pas avec le temps, tout s'en va. Avec le temps, la méthode s'est déployée beaucoup dans la francophonie. En France, beaucoup, en Belgique, un peu en Suisse et dans plusieurs autres endroits au monde. Les anglophones sont souvent plus proches de la méthode de l'action learning, qui, comme je le disais, ressemble passablement aussi au co-développement. Mais il y a quand même des différences. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est déployé. Et puis, merci à vous, chers cousins français, de nous avoir fait prendre conscience que paillettes et champagne, ça faisait festif. On ne l'avait pas du tout envisagé. Il y a des gens qui nous disent parfois « c'est pas vos vrais noms, ça ». Mais oui, ce sont nos vrais noms. Merci pour cette introduction. Tu pourrais nous dire combien vous avez vendu de livres sur le co-développement, pour nous donner une idée? C'est une bonne question, je ne sais même pas. On ne l'avait pas prévu, celle-là. Le livre qu'on a sorti en 1997 s'est vendu au moins à 10 000 exemplaires, ce qui, dans ce domaine, dans des presses universitaires, est un beau succès. Et c'est encore quelque chose qui roule. Ce livre trouve encore son public. Moi, après 20 ans et juste avant la pandémie, je me suis dit, il faudrait peut-être recadrer un certain nombre de choses du côté de ma pratique qui avait évolué avec le temps. Adrien Payette, lui, ça fait quand même une quinzaine d'années qu'il est plus actif, et peut-être même un peu plus, autour du co-développement. Il a pris une vraie retraite. Donc, moi, je me disais, après une vingtaine d'années, quel est le regard que je porte sur notre pratique et sur les expériences que des gens ont faites en co-développement. Et je voyais aussi des pratiques qui s'en allaient autour des idées un peu dogmatiques, je dirais, dans l'application de la méthode du co-développement. Et ça me déplaisait un peu. Alors, je me suis dit, il faudrait peut-être en profiter pour rectifier un certain nombre de choses. Alors, c'était pour moi, après 20 ans, une occasion de faire le point sur ma propre pratique, mais aussi beaucoup de mettre à contribution des expériences que d'autres personnes ont faites en co-développement. J'ai pu donc publier cet ouvrage qui a été écrit pendant la pandémie. C'était aussi une occasion d'expérimenter à ce moment-là le co-développement à distance dans plusieurs cas, dans plusieurs situations. Et heureusement, la technologie était aidante rendue là. Quelques années avant, c'était plus difficile de faire quelque chose qui ressemblait à une conversation fluide avec plusieurs interlocuteurs à l'écran. Et j'ai fait donc
publication en France, puis j'ai convenu aussi avec l'éditeur d'écrire une version québécoise. Pas parce qu'il y a des différences dans les mots entre un manager et un gestionnaire ou des choses comme ça, mais parce que l'éditeur français souhaitait que l'on ne parle exclusivement que du management dans les cas présentés, alors qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par d'autres personnes en dehors du management, entre autres en éducation, entre autres dans des milieux communautaires. Et ça m'a permis d'écrire une version québécoise qui contient finalement à peu près 50% de matériel supplémentaire. Moi, j'ai une question, Claude, alors déjà, est-ce qu'aujourd'hui, le co-développement semble quand même bien s'installer en France, a priori plutôt bien au Québec aussi? Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde? On disait qu'au Japon, c'était plus difficile parce qu'il y avait effectivement une culture qui permettait pas forcément cet espace où on pose aussi sa vulnérabilité. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où vraiment ça a pris une belle expansion aussi? Et si oui, où? Ben, il y a chez les Espagnols, il y a eu même une association de praticiens en co-développement il y a quelques années qui avait été constituée. Même chose chez les Brésiliens, en portugais, donc portugais et espagnol. Je sais qu'il y a des gens qui ont importé la méthode dans des organisations en traduisant, surtout dans des organisations internationales, en traduisant les concepts et en déployant à plusieurs endroits. Mais je ne peux pas vraiment dire que j'aurais un relevé de tous les endroits où le co-développement a été déployé. Mais c'est un peu étourdissant d'imaginer que cette simple proposition qu'on a déposée à un moment donné a fait que depuis ce temps-là, il y a eu ô combien de séances de co-développement qui ont eu lieu, de personnes qui se sont entraidées, qui ont appris ensemble, qui ont évolué ensemble à cause de cette proposition. Ça, c'est vraiment très nourrissant, je dirais. Et une question qui nous est chère aux apprenantes aussi, qui parle de la transformation. On ne dit plus la conduite du changement, paraît-il. On dit maintenant la transformation permanente. Donc oui, bah oui. Donc c'est. Il ne faut pas s'en faire, ça va changer. Non, ça va changer. Bah oui, forcément. Oui, parce qu'on commence à parler de métamorphose maintenant. Okay. Voilà. Donc aujourd'hui, vivent les institutions, les collectivités, les secteurs publics et privés une transformation désormais permanente. Quelle est la valeur ajoutée du co-développement face à ça? Moi, je la connais, mais qu'est-ce que tu pourrais en dire? Comment tu pourrais donner envie aux gens qui sont responsables dans les organisations de mettre ça en place, et en quoi ça aide la transformation pour toi? Oui. Je dirais d'abord qu'il ne faut pas voir le groupe de co-développement comme une panacée. Il y a des personnes ou des contextes, ou des organisations dans lesquelles ça peut être déployé avec succès, et dans d'autres cas, ça peut être contre-intuitif ou contre-productif de déployer cette méthodologie-là. Ça ne convient pas à tous non plus comme style de proposition pour travailler, pour apprendre ensemble avec d'autres personnes. Il y a des gens qui vont préférer gérer leur apprentissage par de la formation universitaire, surtout, ou par des lectures, ou par d'autres modalités dans l'action ou autrement. Alors, le groupe de co-développement va répondre à ceux qui ont le goût d'apprendre avec d'autres personnes, qui sont capables de se mettre en état de vulnérabilité avec les autres pour partager les perspectives différentes sur leur activité, profiter du point de vue de l'autre, donner et contre-donner aussi avec d'autres. Et donc, il y a des contextes où ça peut bien se déployer et d'autres pas. Moi, je crois peu aux solutions transversales, universelles et qui s'appliquent à tous. Il y a des gens pour qui ça peut ne pas être utile, pertinent dans leur style d'apprentissage. Vous êtes les apprenantes, je suis un apprenant. Il y a des gens qui se considèrent comme des apprenants, mais il y en a d'autres qui sont dans un autre cadre de référence et pour qui ça n'irait pas. Des organisations aussi qui ne peuvent pas vivre nécessairement avec certaines des contraintes du groupe de co-développement, où on reconnaît chez les participants qu'il y a une autonomie dans l'apprentissage, qu'il n'y a pas nécessairement une imputabilité dans des résultats qui sont quantifiables,
qu'il y a une espèce d'espace de sécurité qui est créé au sein de chaque groupe et que des informations qui ne sortiront pas. On ne fera pas rapport de ce qui s'est fait au groupe ou on le fera à certaines conditions qui vont être convenues avec les participants. Et ça m'amène là aussi, pour ceux qui connaissent peu le co-développement, à juste vous expliquer qu'il s'agit d'un groupe restreint de personnes, de 4 à 8 personnes généralement, qui décident de travailler ensemble, d'apprendre ensemble et de s'entraider sur une période déterminée, souvent sur une année. Ils vont se rencontrer une demi-journée par mois et à chaque fois, un des participants va présenter un sujet qui le chicote dans sa pratique, qui l'interpelle, chicoté, oui, qui l'interpelle, un caillou dans sa chaussure, et puis qui est un sujet sur lequel il a le goût d'évoluer et d'évoluer avec ses pairs. Donc, à tour de rôle, les gens vont présenter un sujet et les autres participants qui sont là vont être comme ce qu'on a appelé, nous, des consultants, mais pas des consultants dans le sens de sachants, de gens qui arrivent avec nécessairement une expertise, mais qui vont poser des questions, toutes sortes de questions qui vont aider le client à évoluer dans son sujet. Donc, un petit groupe qui se donne une méthodologie, donc d'avoir un client, d'avoir un animateur, d'avoir des gens qui prennent la posture de consultant et une façon de tenir la conversation où on dépose le sujet, on questionne le client, on détermine un contrat de travail avec le client. Déjà là, ça ressemble un peu à ce qui se fait aussi en coaching. Ensuite, un moment où, selon ce que le client a demandé, on va lui faire des propositions. Ça peut être des questions, ça peut être des partages d'expériences, ça peut être toutes sortes de façons de l'aider selon ce qu'il a demandé. Et c'est lui qui est souverain dans sa demande et dans ce qu'il va faire avec ce qui lui est proposé. Et puis après, il y a un moment de synthèse et d'apprentissage pour voir comment peut-être le sujet de l'autre résonne sur mon propre sujet, ce que j'apprends dans cet exercice, ce que j'apprends dans la façon d'écouter, dans la façon de poser des questions, de proposer de l'aide à quelqu'un. Il y a des apprentissages directs par la méthode, puis indirects par les habiletés qui sont sollicitées pour travailler en mode de groupe de co-développement, parce qu'on fait une enquête ensemble à partir d'un projet commun, d'une quête de chacun et d'un projet de groupe qui va être mis en place. Donc, c'est un peu ça pour ceux qui connaissent un peu moins le groupe de co-développement. Il y aura cette continuité d'une rencontre à l'autre et une maturation généralement du groupe qui maîtrise de plus en plus la méthode, qui va peut-être approfondir sa façon de traiter les sujets et qui pourra durer dans le temps. C'est souvent des cycles qui durent sur une année, mais il y a des groupes qui vont durer sur 2, 3 ans, 4 ans. Et à la sortie d'un groupe de co-développement, les gens que tu as accompagnés, suivis, qu'est-ce qu'ils te disent de ce qu'ils trouvent comme avantage, comme intérêt à suivre ce groupe de co-développement? On va parler de retour sur investissement de manière un peu pragmatique, mais qu'est-ce qu'ils trouvent comme intérêt à suivre ça? Ils ne définissent pas souvent comme du retour sur l'investissement, mais comme un lieu de ressourcement, comme une occasion de s'arrêter. Ce qu'on ne fait pas souvent, de s'arrêter avec d'autres personnes, de partager. Et déjà, juste ça fait du bien, d'avoir des complices dans une organisation, à peu près toutes les organisations où les gens exercent un métier, que ce soit en management ou des métiers de professionnels, il y a peu de lieux de rencontre pour parler métier. Alors ça, c'est une occasion pour parler métier, quand on le regarde du côté organisationnel. Mais ça peut se faire en interorganisationnel aussi, des gens qui pratiquent des mêmes métiers dans diverses organisations et qui se réunissent autour d'un groupe de co-développement. Essentiellement, on crée une communauté de pratique et on applique mais une communauté de pratique relativement restreinte, d'un nombre facile à gérer en termes de processus dans le mode de questionnement dont je vous parlais. Mais ce sont des communautés de pratique dont il faut avoir des références communes, une activité commune. Mais c'est vrai dans l'univers professionnel, mais comme ça peut être vrai dans d'autres types d'univers, comme j'évoquais aujourd'hui dans notre groupe, il y a des gens qui font du co-développement avec des parents, des groupes de parents qui se réunissent ensemble pour parler co-développement. Il y a des boulangers qui se réunissent ensemble, il y a des gens qui s'intéressent à la coopération, qui se réunissent ensemble, peu importe leur façon de travailler la coopération, ils le font en mode de co-développement, où chacun autour de rôle présente un sujet, et c'est lui qui le focus de l'attention pendant la journée. Et ça, c'est une chose, de se sentir accueilli, écouté,
pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça ne nous arrive pas souvent de sentir que tout le monde est là juste pour nous. Quand ça sera le tour de l'autre, ça sera à moi d'être disponible pour l'autre, mais aujourd'hui, c'est moi qui est sur la chaise et qui agit comme client et qui reçoit tout ça. Généralement, cette chaise est assez chaude à la fin de l'exercice, mais il n'y a pas que la chaise, il y a beaucoup d'énergie qui circule. Et comment on évalue les impacts? Bien, au sein d'une activité, c'est souvent de voir si les choses ont bougé pour le client. Ce n'est pas une panacée, ça ne va pas régler tous les problèmes, une conversation d'1 heure et demie avec des pairs sur un sujet, mais ça permet d'avancer, ça permet de bouger, de se poser des nouvelles questions, d'être entendu. Dans la recherche, des recherches qui ont été faites sur l'efficacité du co-développement, il y a des gens qui ont démontré, avec des protocoles assez sérieux, là, toutes choses étant égales par ailleurs, que le groupe de co-développement permettait de développer le sentiment d'efficacité personnelle. Et le sentiment d'efficacité personnelle, de sentir qu'on est capable, qu'on a du pouvoir d'agir, mais c'est pas rien, ça, parce que ça a aussi des impacts sur la qualité de la santé mentale, des rapports interpersonnels et tout ça. Mais on a aussi évalué que les gens développent un sentiment d'appartenance à un groupe, à une organisation, parfois, comprennent mieux les enjeux de leur métier, se créent des réseaux, et plusieurs autres effets indirects. Les gens flottent généralement à un pied, 30 cm au-dessus du sol quand ils ressortent de leur séance de co-développement. Non, pas vraiment, mais il y a quand même il se passe, on sent qu'il se passe quelque chose la plupart du temps. Une certaine légèreté qui peut s'installer. Une légèreté, oui. Okay. Ouais. Ou parfois, on découvre aussi des nouveaux enjeux auxquels on n'avait pas pensé. Et ça peut avoir un certain poids aussi, mais voilà. Mais bon. Aujourd'hui, tu nous as parlé d'un concept qui s'appelle la réflexivité. On rentre un petit peu dans la technique. Est-ce que tu pourrais peut-être nous aider à définir ce que c'est que ce truc-là, ce que ça permet? Je crois que c'est du domaine de l'apprentissage initialement. Oui, en fait, moi, je résumerais simplement où j'illustrerais la réflexivité comme la capacité de se dégager le nez du guidon, comme vous dites souvent, de prendre de la hauteur sur son activité, de se regarder aller, ou bien dans l'action, parce qu'on le fait dans une rencontre de co-développement, on peut prendre des temps d'arrêt pour regarder ce qui est en train de se passer dans la dynamique de groupe, dans la façon de questionner, d'écouter, etc. Mais de prendre du recul sur son activité, de prendre un temps d'arrêt pour prendre du recul sur son activité, d'écrire peut-être sur son activité, de se voir évoluer dans le temps, comme si on est acteur, mais comme si on était observateur de son action. C'est un peu cette distanciation, ce regard qui peut être très salutaire, très utile, et qui va peut-être nous aider aussi à mieux comprendre ou mieux nommer pourquoi on agit de telle façon. Quoique le co-développement n'est pas en mode d'explication, il est plutôt en mode d'explicitation, de nommer ce qui est, de regarder quel est l'univers des possibilités, sans nécessairement entrer dans l'analyse des facteurs qui nous ont menés à la situation où on est rendu. C'est un parti pris aussi méthodologique, je dirais, de la méthode du co-développement qui va se distinguer de d'autres méthodes qui vont être plus centrées sur trouver le vrai problème ou le problème du problème, etc. On est beaucoup moins dans ce mode-là, généralement, en co-développement. Quoique des gens pourraient utiliser le protocole du co-développement, puis y inclure une perspective analytique ou autre, mais on est souvent plus centré sur des résultats plus immédiats, considérant aussi que les participants dans un groupe de co-développement ne sont pas des coachs professionnels, généralement. Ça va être des managers qui apprennent à mieux écouter, qui apprennent à mieux questionner, qui apprennent à mieux aider par leur pratique en co-développement. Mais c'est pas ça qui est en soi leur métier. Je reviens sur une question un peu plus macro, Claude, de ce que le co-développement peut amener. J'entends que ce n'est pas la solution, c'en est une par rapport aux transformations. Et qu'est-ce que tu imagines que ça peut amener aussi? Et qu'est-ce que ça a déjà amené sur la question de la transition écologique? Ah oui. Il y a des gens maintenant qui utilisent le groupe de co-développement, par exemple à la Convention des entreprises sur le climat, comme une façon d'aider les gens qui sont dans leurs activités, leur programme, à la fin pour passer à l'action. Après avoir analysé la situation
et les enjeux environnementaux, de voir comment est-ce qu'on peut passer à l'action et se soutenir aussi pour les choses qui viennent. Il y a bon, et je pourrais imaginer qu'on pourrait tenir des groupes de co-développement, par exemple, avec des gens qui sont éco-anxieux. Mais c'est une démarche qui pourrait devenir peut-être d'une autre nature ou qui aurait besoin d'un soutien méthodologique, pas thérapeutique, mais en tout cas pour donner du sens à cette anxiété qui est vécue par les personnes qui sont là. Il y a 2-3 ans, vous connaissez peut-être l'Association pour le programme management, l'APM. C'est une organisation qui regroupe des dirigeants d'entreprises au sein de clubs de 22 personnes à peu près, et qui sont disséminés partout en France. Il y a à peu près 7000 dirigeants qui sont dans des clubs ici et là. Il y en a à Nantes, il y en a partout en France et à l'extérieur de la France. Et eux, ils avaient un modèle au début pour favoriser le développement du leadership ou de la compétence des managers, de dire que le progrès de l'entreprise passe par le progrès du dirigeant. Donc, ils investissaient beaucoup dans le progrès du dirigeant avec des conférences de niveau très élevé, de haut calibre, sur des sujets très, très diversifiés pour, je dirais, nourrir la culture des dirigeants et en même temps de leurs habiletés en management. Et il y a quelques années, l'APM a choisi d'ajouter à leur offre la méthode du co-développement pour profiter aussi de l'expertise des pairs. En disant, c'est intéressant d'aller chercher des experts, mais si on utilise aussi les pairs pour s'entraider au sein des clubs, c'est génial. Il y avait comme déjà un terreau qui était très, très intéressant, avec une belle diversité dans chacun des clubs, puis un désir de progresser ensemble. Donc, le co-développement, c'est bien intégré à leur activité. Ils en font beaucoup. Et ils tiennent l'APM des événements de grands groupes, c'est pas un colloque, mais c'est pas une convention, la convention qui se tenait à tous les 2 ou 3 ans. Et il y a 2 ans, ça se tenait à Nantes. Il y avait 5000 congressistes qui étaient ici. Et il y avait une conférence à laquelle j'ai assisté où il y avait Olivier Amand, dont vous avez peut-être entendu parler, qui traitait de robustesse. Et il proposait que dans les organisations, une des façons de soutenir la robustesse, c'était de participer à des groupes de co-développement. Là, moi, j'étais dans la salle avec 3000 personnes, je l'entends dire ça. Il ne doit pas parler de la même chose que nous. Tu sais. Mais comme il travaillait avec l'APM, je me disais, en même temps, ça se peut bien qu'on parle de la même chose. Et on a eu des communications ensemble. Et puis, en effet, ils parlent de la même chose. Tant et si bien qu'il y a 1 mois et demi, on a organisé avec un groupe de collègues dans la région de Lyon un événement d'une journée sur co-développement et robustesse. Parce que l'idée de la robustesse, c'est de réussir à composer avec les fluctuations. Et on voulait essayer de comprendre comment le co-développement pouvait peut-être évoluer aussi pour à la fois soutenir la robustesse et comment la robustesse pouvait interpeller le co-développement. Puis, c'est en évolution, mais je pense qu'il y a des choses à retenir pour travailler la robustesse. Entre autres, on ne fait pas en co-développement de tests de robustesse avec les clients qui part avec son sujet pour voir quelles sont les possibilités de marge d'erreur entre la situation qui est présentée et les propositions avec lesquelles il repart et les risques. Bon. Et peut-être qu'on pourrait voir comment le challenger sur sa capacité de tolérer les risques ou les fluctuations dans sa proposition, pour donner un exemple. Mais c'est surtout le fait de permettre à des gens différents et autonomes dans leur apprentissage de se réunir ensemble qu'ils trouvaient intéressant dans le co-développement et dans ce déploiement en organisation ou ailleurs. On a besoin de ces lieux de rencontre pour évoluer avec d'autres personnes. Et le co-développement est loin d'être la seule méthode qui permet ça, mais c'en est une qui le fait. Merci. On va vous laisser la parole pour les questions. Voilà. Donc je vous propose, je passe le micro et vous le passerez ensuite les uns aux autres, si ça vous va. Merci Corinne, merci Eric déjà d'avoir permis cette rencontre. Bonsoir. Bonsoir. À qui on s'adresse ? Je suis Thomas Gérard. Enchanté. Je forme au CODEV depuis 11 ans, donc merci infiniment. Et j'avais envie de faire un petit préalable de gratitude parce que
quand j'ai été formé au Codev, la personne qui m'a formé m'a dit, vous avez rencontré Claude et Adrien tous les deux au Québec, et m'avait dit, ils sont pas dogmatiques, l'idée c'est de tester, d'expérimenter plein de choses autour de cette trame de Codev. Et ça m'a donné énormément d'autorisation. Et donc merci infiniment pour ça, parce que c'est pas le cas de beaucoup de protocoles où ça vient avec le pack, on va dire. Donc merci pour ça. Moi j'ai inventé un truc qui s'appelle le Mindful Codev, qui hybride des pratiques d'intériorité avec le Codev. Et puis, j'ai permis la création d'autres Codev avec les principes de permaculture, avec les néagrammes, avec de la géologie, avec danser, chanter, dessiner, etc. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est ces espaces d'hybridation. Donc, merci infiniment, parce que je me suis senti autorisé grâce à ce que tu transmets, ce que j'ai entendu encore dans ce que tu viens de dire là. Donc, merci pour ça. Et ma question, elle était, justement, moi, je m'intéresse beaucoup à ces hybridations-là. Qu'est-ce que tu as vu qui était particulièrement original, intéressant comme hybridation, étonnant, que tu as envie de partager avec nous? Voilà. Bonne question. D'abord, je dois dire qu'on nous a déjà demandé, il y a plusieurs années, à Adrien et moi, on nous avait demandé d'enregistrer la marque et puis de développer des programmes d'accréditation. Et on s'est carrément refusé à ça. On préférait que ça demeure un système ouvert, libre et sujet à utilisation dans plusieurs contextes, de plusieurs façons. Mais bien sûr, en respectant certains éléments, parce que on peut bien explorer à toutes les sauces. Il faut s'assurer que dans les valeurs ou les principes, les fondamentaux du co-développement, c'est respecté. Un des principes qui doit être respecté, à mon avis, c'est d'être centré sur le client. Le client est autonome, souverain, responsable. Tous les participants sont aussi responsables du fonctionnement en groupe, mais la méthodologie doit être centrée dans ce sens-là. Doit être en mode d'explicitation plus que dans le mode d'interprétation, à mon avis, et doit mettre en contribution, bien sûr, un groupe et dans un espace de confiance. Parce que cet espace contenant qui est nécessaire en co-développement pour que l'ouverture soit possible, que l'échange se fasse librement, ben c'est important. Donc, bien sûr, il y a des formules comme il y a des formes de co-développement très, très rapide qui suit le protocole en théorie, mais qui ne laisse pas de souplesse à respecter le rythme du client ou à s'ajuster à des circonstances particulières. Ça, c'est pas inintéressant, mais pour moi, c'est pas vraiment dans l'esprit du co-développement, d'une activité en mode plutôt continu aussi dans le temps. C'est pas juste un événement co-développement puis c'est fini. Je crois que aussi une rencontre unique peut aussi être une conversation significative. Donc, mais je pense qu'il faut se rappeler ces éléments quand on pense à des explorations innovantes. Je ne saurais pas quoi dire la plus innovante. J'ai été touché, moi, par un moment où des gens, je l'évoquais aujourd'hui, par des gens, des Bretons, qui faisaient du co-développement que pour des femmes. Et elles avaient appelé ça Codev. C'était pour des groupes de femmes, pour le développement du leadership féminin, ou même pas que ça. Et après, ben, leurs conjoints ont développé, eux, un truc qui s'est appelé Adam Eco. Pas Côte d'Adam, mais Adam Eco. Puis j'ai appris que leurs adolescents ont constitué aussi des groupes de co-développement. Alors ça, c'est assez fabuleux, je trouve, comme genre d'initiative. Puis maintenant, ben, il y aura probablement je dirais pas, je sais pas si c'est des avancées, mais avec tout le développement de l'intelligence artificielle, il y a des gens qui s'intéressent déjà, qui font du co-développement en utilisant l'intelligence artificielle. J'avais une conversation avec quelqu'un à un moment donné pour comprendre comment il envisageait ça. Il y a quelqu'un que je connais qui a développé un truc pour entraîner les animateurs en co-développement. J'ai fait de l'exercice, j'étais un peu bluffé là, des réponses de la machine à mes instructions pour animer un groupe. Il y a une utilisation qui pourrait être, par exemple, on pourrait imaginer qu'on donne une personnalité, que le co-développement se fasse avec plusieurs
machine et que chacun a une personnalité comme des chapeaux pour penser. Donc, une intelligence est plus critique, l'autre est plus créative, etc. Mais moi, ce qui m'embêtait quand je parlais de ça avec quelqu'un, je disais, ce qui est intéressant qu'au développement, c'est qu'on se retrouve dans un contexte où on est relié aussi par nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos imperfections. Alors, le programmeur me dit, ça, je peux le programmer aussi. Alors là, vous imaginez si on ne peut plus faire confiance à l'intelligence artificielle, parce qu'en plus de ces hallucinations régulières qu'elle peut avoir, qu'elle commence à être programmée pour peut-être être inexacte dans ses propositions. Je ne sais pas où ça va nous mener. Mais s'il y a quelque chose, puis pour revenir à Olivier Hamant, je pense qu'on a besoin de ces espaces de chaleur humaine qui peuvent se vivre parfois à distance, de façon numérique, mais on a besoin de cette présence réelle de contact entre les personnes et aller trop loin, pour moi, dans l'intelligence artificielle, il me semble qu'on va perdre quelque chose. Là. À mon avis, ça va être aussi autre chose que du co-développement. Centré sur l'efficacité, sur la recherche de solutions, mais parfois, c'est autre chose que le client a besoin au sein du groupe, d'être avec d'autres personnes, sentir une résonance sur son sujet. Et si on est sensible au fait qu'on a l'impression, ou notre cerveau se rend bien compte, lui, que c'est une machine qui est en train de nous répondre, mais on donne l'impression que c'est un vrai être humain, c'est un peu embêtant. Merci pour la question. Oui, bonjour, François Cotenceau, je suis consultant. Vous parlez beaucoup de vos succès. Est-ce que vous avez un bel échec à nous communiquer sur un truc où vraiment vous êtes parti, puis ça s'est cassé, puis pourquoi quelles sont les choses qui se sont brisées? Mon préféré, je le traîne depuis des années, celui-là. C'était un groupe de co-développement qui avait lieu à l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Au Québec, les professionnels en ressources humaines sont regroupés au sein d'un ordre professionnel et le co-développement était une méthodologie qui était proposée pour le développement professionnel. Et il y avait des groupes thématiques pour les PME, pour les gens en recrutement. Et ce groupe dont je vais vous parler était un groupe de co-développement en développement organisationnel. Alors, c'est aussi mon métier. J'étais content d'animer un groupe comme ça. Et dans la constitution du groupe, il y avait 3 personnes qui venaient du secteur bancaire, 3 personnes qui étaient des consultants et des gens qui étaient en organisation, des conseillers internes. Et dès le début, à la première rencontre, les gens qui venaient du secteur bancaire me posaient des questions très, très pointues, et c'est normal, sur la confidentialité, mais c'était aussi sur la gestion des dossiers, la gestion des dossiers, de mes notes, et des notes que les gens prendraient. C'est les premiers, ça a été les seuls, en fait, qui m'ont demandé d'avoir un contrat écrit sur le traitement des dossiers. Donc, déjà, la confiance était à construire autour de cette question. Il y avait une préoccupation sur les secrets industriels, si on peut dire, entre une banque et l'autre. Ça, c'est une chose. Les trois consultants, je me suis rendu compte finalement qu'ils étaient là en mode de représentation. Ils étaient là pour faire de la clientèle. Alors, bien sûr, ils n'étaient pas là pour exposer leurs enjeux, leurs questions, leurs doutes, leurs vulnérabilités sur leurs pratiques. Ils prenaient un autre regard. Donc, on a eu une première séance qui s'était possible. Ça avait pas mal été, mais on sentait que ça ne collait pas tant que ça. À la deuxième rencontre, c'était pareil. Là. Alors que généralement, les gens s'ouvrent de plus en plus et après 3 rencontres, on a une convivialité forte et tout ça. Mais là, c'était vraiment pas le cas. Et j'ai fait le point avec le groupe et on a convenu qu'on n'avait pas les conditions gagnantes pour travailler ensemble. J'aurais dû peut-être penser à ça au début, mais je les remercie parce que qu'est-ce que j'aurais raconté ce soir sinon? Mais tout ça pour dire que la constitution du groupe est un des éléments aussi du succès d'un groupe de co-développement. Il y a des gens qui peuvent ne pas bien travailler ensemble. Il
on peut se poser la question, même si parfois, si 2 personnes sont en conflit, est-ce qu'on peut les mettre dans un même groupe de co-développement? Et là, j'ai pas de réponse à ça parce que ça pourrait peut-être être intéressant qu'ils travaillent ensemble dans un groupe de co-développement pour apprendre à mieux se connaître et à travailler certains sujets. Il est probable qu'ils n'exposeront pas le sujet qui les habite du conflit avec l'autre. Mais peut-être s'ils le faisaient, il y aurait une façon d'aménager le groupe pour traiter de cette situation. Mais on s'entend que les groupes de co-développement ne sont pas non plus des groupes de solutions de conflits. Des gens qui veulent déployer des groupes dans des organisations en disant on a des enjeux, on a des tensions, des conflits, on va faire du co-développement. C'est pas la meilleure méthode. Il y a d'autres méthodologies qui sont plus appropriées, à mon avis, pour faire ça. Bonsoir, je m'appelle Anne, je suis facilitatrice et formatrice. J'ai la grande chance de reprendre le flambeau pour les apprenantes des formations au co-développement. J'aurais aimé vous entendre sur 2 choses. J'essaye d'élaborer ma pensée. La première chose, c'est la question du temps long du co-développement, qui, de mon point de vue, est un des piliers les plus puissants. De mon point de vue, c'est ce qui permet que le groupe se forme, mature, qu'il se passe quelque chose. Et qui, je ne sais pas si d'autres partagent ce point de vue-là avec moi, mais en tant qu'intervenante dans différentes organisations publiques ou privées, le temps long... Comment dire bon, peut-être il y a un fort sentiment d'urgence ces dernières années dans les organisations, disons-le comme ça, qui fait que tout ce qui peut être de l'ordre d'une proposition qui, de fait, s'élabore sur un temps long est plus compliqué à faire entendre ou voilà, à proposer. Donc j'aurais été très intéressée de savoir voilà, quel regard vous portez dessus. Est-ce que c'est quelque chose que peut-être d'autres vivent aussi? Je ne sais pas. Et comment vous donnez à voir justement la pertinence de ce temps long? Moi, j'ai mon avis sur la question, mais je serais intéressée d'entendre votre point de vue là-dessus. Et la deuxième chose sur laquelle je serais intéressée de vous entendre aussi, c'est sur la posture particulière du facilitateur ou de la facilitatrice, qui est aussi, à mon sens, quelque chose à expérimenter, à la fois très simple à comprendre et très subtil à mettre en œuvre, assez complexe et en même temps, enfin voilà, moi j'adore ça, mais on est sur un fil, et du coup d'entendre aussi voilà votre regard sur cette posture-là du facilitateur. Donc voilà, temps long, facilitateur. D'accord. Temps long, c'est quoi long? Oui, on est bien d'accord que c'est tout relatif, mais c'est-à-dire que déjà, comment dire, pour certains interlocuteurs, et je trouve que ça s'accélère ces dernières années, une séance qui dure 1h30, 2 heures, c'est quoi? On va faire un flash codev de 20 minutes et ce sera bien et ce sera une séance unique. Voyez, donc en plus, quand l'idée est quand même que les séances se répètent et qu'il y ait, dans l'idéal, voilà, autant de séances que de participants, c'est ce qui est considéré comme un temps long, qui s'étale sur plusieurs mois, quoi. Voilà. Bon, oui. C'est tout relatif. Puis il y a des gens qui parlent aussi de flash codev, ou de temps très court. Il faut savoir que notre proposition initiale à Adrien et moi, quand on l'avait développée, le format, c'est une demi-journée à la fois. Puis un calendrier presque académique, 6-7 rencontres dans l'année, ce qui permet à chacun d'être client au moins une fois. Et peut-être davantage, parce que c'est pas obligé que ce soit juste une fois par client. Et on fait la séance, l'exercice de consultation qui durait 1h30 peut-être, parfois 1 ou 2 heures, mais parfois un cas, un sujet, un client, parfois 2. Ça dépendait des fois. Et il y a des gens qui ont développé des méthodes de plus en plus courtes et d'autres qui suggèrent qu'il faut que ça soit absolument très long. Peut-être même en s'étendant sur le divan pour parler du... Non. Donc, il y a comme un équilibre, je pense, à trouver entre ça. Et on peut se débrouiller avec des temps même plus courts et avoir des résultats substantiels jusqu'à un certain seuil. Parce qu'à peu près à chaque proposition que j'imagine que vous allez faire, on va vous dire, est-ce que tu peux couper de 30%? Puis la fois d'après, est-ce que tu peux encore couper de 30%? Jusqu'à ce qu'on demande, est-ce que tu peux me mettre ça dans un comprimé à avaler, puis que ça va faire le travail. Je pense qu'il y a un seuil en bas duquel on ne peut pas aller, selon le nombre de participants, selon le métier qu'ils occupent, leur capacité d'être en mode de relation d'aide avec des pairs. Vous savez, il y avait un moine tibétain qui apprenait la méditation et puis qui est allé voir son maître puis dit « Maître, je n'arrive pas à méditer 1 heure par jour.
Alors le maître lui a répondu, mais alors, c'est important de méditer 2 heures par jour. Est-ce qu'il faut prescrire le symptôme ici? Ben, on veut aller vers un temps de plus en plus court, alors qu'on sent qu'on a besoin de ces temps d'arrêt avec des pairs. Il y aura un seuil vers lequel on va parler d'autre chose. Ça va être autre chose que du co-développement. Mais ça n'empêche pas que des gens qui se disent, ben, on analyse un sujet en utilisant le protocole du co-développement, ben, ça peut donner des résultats qui peuvent être riches. Mais on ne sera pas nécessairement dans un mode d'apprentissage de groupe, d'intelligence collective, comme on pourrait vouloir le souhaiter, et comme on en a probablement de plus en plus besoin. Donc, de passer de 1 heure de méditation à 2 heures par jour, ça serait pareil. Vous dites qu'on devrait le faire à 1h30, d'accord, faisons-le en 2 heures alors, parce que le besoin va être là. Ça, c'est pour le premier sujet. Pour le deuxième sujet, la posture du facilitateur, bien là, c'est une grosse question. Dans mon dernier ouvrage, j'ai commis une espèce de liste de compétences clés qu'un animateur pourrait maîtriser. Et ça fait peur quand on regarde ça, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais pour moi, c'est plutôt une liste de contrôles pour passer au travers en disant, bon, dans ceci, je me sens à l'aise, dans cela, je me sens un peu moins confortable, et puis j'ai des zones de vigilance, par exemple. Je pense que le facilitateur doit s'occuper à la fois du processus, de la séquence de consultation classique, là, les 6 étapes du groupe de co-développement. Il doit s'occuper aussi beaucoup du climat de confiance, de l'espace réflexif conjoint pour qu'il puisse se dérouler. Il doit aussi être capable de mettre en œuvre des occasions pour faciliter les apprentissages du client et du groupe. Puis il doit aussi administrer l'activité pour constituer les groupes, avoir des relations avec le commanditaire ou ce genre de choses-là. Donc, il y a des compétences à manifester dans chacune de ces zones d'activité-là. Et je trouve que souvent, on s'intéresse surtout à la gestion des 6 étapes, puis subtilement à perfectionner chacune des étapes, ce qui est très bien. Mais il ne faut pas oublier les autres éléments de fonctionnement, de compréhension de la dynamique de groupe, de la facilitation de l'intelligence, de faciliter l'apprentissage, qui sont des éléments aussi importants, à mon avis, pour donner du sens aussi à l'activité. Bonjour, Émilie Lemaître, je suis chargée de la formation. Moi, je ne connais pas du tout le codev. Finalement, en fait, je me rends compte que ça s'apparente à une autre méthode que j'ai appris. Et qui est ? La psychodynamique. OK. Voilà. Et du coup, donc moi aujourd'hui, la question qui me vient par rapport au codev, puisque je trouve ça intéressant, les participants doivent-ils être volontaires finalement pour qu'on puisse avoir plus de liens dans le groupe et pour que le temps de parole qu'on va finalement leur apprendre, c'est ça finalement, leur donner une méthode d'apprentissage. Comment on fait aussi pour que ça se maintienne après l'animation? Parce que quand on fait venir quelqu'un, on va dire tous les mois, pour accompagner un codev, l'idée c'est aussi de les rendre autonomes, j'imagine, derrière sur cette pratique. Ben, pas nécessairement, mais ça peut. Il y a des gens qui choisissent de toujours avoir un animateur externe, ou bien qui apprennent à se développer, mais qu'il y a toujours quelqu'un au sein du groupe qui prend la posture d'animation. On peut le faire à tour de rôle. Ça donne un regard différent de faire ça, d'être pris en charge. Et même moi, là, qui participe à un groupe de co-développement avec des pairs, à tour de rôle, au sein de notre groupe, on se donne le rôle de l'animateur. En fait, il y a 2 rôles, parce que nos rencontres sont en ligne. Il y a celui du maître de cérémonie qui s'occupe de la logistique et les connexions Internet et tout ça, et celui ou celle qui fait l'animation. Mais donc ça roule d'une personne à l'autre. Mais on est tous des praticiens chevronnés en co-développement. Mais ce regard externe que quelqu'un a, même s'il est de l'interne, je pense que c'est utile. La question du volontariat, pour moi, elle est cruciale en co-développement. On ne peut pas forcer quelqu'un à participer. À mon avis, on ne peut pas forcer quelqu'un à participer. Il ne participera pas, il va participer différemment, il va créer de la confusion au sein du groupe, de perte de confiance ou peu importe. Bon, ceci dit, il y a des gens qui peuvent arriver avec un niveau de motivation un peu différent que d'autres.
Et peut-être qu'avec le temps, puis avec le dévoilement qu'ils vont avoir chez les autres, ils vont y trouver un intérêt et des choses vont évoluer. Et s'il y avait des gens qui venaient simplement comme observateurs, en disant, ben, moi je vais être là, mais je vais rester quoi tout le long et je ne participerai pas, ben, ça ne suit pas les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que chacun soit en mode d'apprentissage, chacun soit disposé à amener un sujet. On n'est pas un touriste là-dedans, on contribue tous à l'activité. Peut-être qu'un groupe pourrait tolérer qu'une personne dise, ben, je vais rester silencieux parce que moi, c'est mon patron qui me force à venir ici, je demeure silencieux. Il en retirera peut-être quelque chose, mais il faudra qu'au sein du contrat du groupe, ça soit bien négocié et convenu avec les impacts potentiels chez les autres participants. Mais moi, on est égal, mais vous ne connaissez pas trop le co-développement, je ne connais pas la psychodynamique. Alors, ça sera la prochaine conférence? Enfin, lisez Christophe Dejour dans ce cas-là. Ah oui, ok, oui. Voilà, OK. D'accord. Rejoint un petit peu. OK. Il y a une question. Je m'étais arrivée du co-développement à l'Assemblée nationale. Quid des lieux de pouvoir et de la proposition de CODEV dans ces lieux-là? Ça, c'est pas évident, parce que les gens sont en mode de représentation. Ils défendent des intérêts, ils défendent des idées politiques différentes. Je sais qu'à la ville de Lyon, il se fait du co-développement, mais c'est tous les gens du Parti écologiste, je pense, qui sont là ensemble. Là. Puis il y a des expériences qui se font avec des élus et des, comment vous dites, là, des non-élus, des fonctionnaires. Donc, il y a des choses qui se font, mais parce que, tu sais, se dévoiler son jeu politique, c'est autre chose. Mais il y a des moments où je pense que ça peut être possible, des conditions où on peut le faire avec des gens qui viennent peut-être de la même formation politique. Y a-t-il d'autres questions? Il y a un intérêt d'avoir de la diversité au sein d'un groupe de co-développement. Donc, diversité d'options politiques aussi pourrait amener des sujets différents, mais si on est vraiment en représentation, ça va être compliqué. Bonjour, Sophie. Vous avez évoqué au début le fait que vous aviez senti que vous vouliez donner des correctifs ou à la méthode parce que vous sentiez qu'il fallait repréciser. Et qu'est-ce que ce serait? Dans les choses qui ont évolué pour moi, en tout cas, il y a le sujet du questionnement. À l'origine, notre questionnement était strictement documentaire, du qui, du quoi, du comment, du quand, jamais du pourquoi, ou du pourquoi en deux mots. Donc, il y a ce volet-là qui a évolué, à force de travailler aussi avec des coachs, puis d'être un peu... on dit qu'au Québec, être tanné de ramener les gens parce qu'il y avait le goût d'explorer des choses de façon un peu plus en mode coaching. Je propose maintenant qu'on se réserve une première partie de questionnement plus documentaire pour colliger l'information, puis ensuite une deuxième étape en mode coaching si on veut le faire. Donc il y a ça qui a un peu bougé pour moi. Il y a de travailler le contrat de consultation quand les gens, pour ceux qui sont des praticiens, vous savez, là, on demande au client quel est son sujet et quelle est sa demande au sein du groupe. Donc, aidez-moi à faire quelque chose. Au départ, c'était seulement que le client qui soumettait sa demande. Maintenant, je propose que si le client le veut, puis c'est validé avec lui ou avec elle, il peut entendre la lecture que les autres participants ont de sa demande. Pas de son sujet, de son vrai problème, etc., mais de sa demande, pour l'aider à voir peut-être déjà des volets, des façons différentes de poser sa demande. Et là, certains disent, ben là, il y a de l'influence qui se fait. Mais de toute façon, on est en train de s'influencer. De toute façon, on est dans ce groupe de personnes qui est là ensemble, il y a une personne qui n'est pas là, une personne qui pose une question différente, ils sont assis à des places différentes, on s'inter-influence différemment. Donc, il s'agit d'avoir une influence qui est au bénéfice du client, la plus neutre possible, mais toujours en validant avec lui, parce que la contractualisation est un des éléments aussi importants de la pratique en co-développement. J'ai oublié un peu de l'évoquer tantôt en disant que
qu'il est important que ça soit centré sur le client, que ça soit une démarche à long terme, mais en explicitation, mais la contractualisation à plusieurs niveaux, elle est importante. Donc ça a bougé un peu. Dans la façon aussi de travailler, la dernière étape, qui est celle des apprentissages. Moi, j'ai ajouté des éléments de retour sur les apprentissages en faisant un lien avec les intentions initiales et le résultat de la séance de consultation. Et là, je suis à me demander, mais autour de la question de robustesse, là, comment on pourrait questionner le client à la fin du processus. Parce qu'actuellement, on reconnaît que le client est tout à fait autonome et c'est lui qui décide sur quoi il veut travailler. Est-ce qu'on devrait ajouter une boucle en disant, tu as pris telle option et si tu reconsidérais certains éléments qui ont été apportés ou qui n'ont pas été apportés, ça te mènerait où? Peut-être qu'on pourrait regarder ça. Donc ça, c'est des choses qui ont été revues. À l'époque, c'est certain qu'on ne voyait pas l'utilité de faire du co-développement à distance. Mais la pandémie, la technologie aidant, on voit qu'il y a quand même un intérêt, même si la présence, à mon avis, est beaucoup plus riche. Ce sont les éléments là, qui me viennent plus spontanément à l'esprit. Vous avez des intuitions, des idées d'autres éléments qu'on pourrait... Non? Ouais. Puis il y a aussi la question, peut-être, j'ajouterais celle-là, de voir comment le co-développement, à quoi il contribue dans le système dans lequel il se trouve, à la société, à l'organisation dans laquelle il est, à l'environnement, voir quels sont les impacts de l'activité du groupe de co-développement et peut-être même de poser des questions avec les défis environnementaux que l'on connaît, de passer des tests de robustesse environnementale aux solutions qui sont proposées par le client lorsque ça peut s'appliquer. Ce sont donc peut-être des considérations qui pourraient éventuellement s'ajouter à la façon de traiter. Oui? Damien, tout à l'heure, Corinne a posé la question sur le monde politique. Est-ce que dans le monde des institutions religieuses, où il peut y avoir des choses à faire et des questions à se poser, vous avez eu des interventions ou est-ce que vous avez connaissance de modes, ou de groupes de co-développement chez les évêques, par exemple? Enfin, c'est au hasard, je prends c'est tout à fait au hasard, je prends ou d'autres, enfin, ou chez les rabbins, ou chez les imams, comme ça, tout va bien. Et les pasteurs, voilà. Je sais qu'il y en a eu des expériences, mais je n'ai pas d'informations sur comment ça s'est déroulé. Mais en mode interreligieux, ça pourrait être assez fameux. Ouais. On s'est intéressé aux dimensions interculturelles un peu du co-développement. Et je pense qu'on a encore du chemin à faire pour comprendre les ajustements qu'il pourrait y avoir pour déployer le co-développement dans des environnements culturels différents. Par exemple, dans des sociétés où il est difficile, totalitaire, où il est difficile de faire confiance, est-ce qu'il est facile de s'exposer, sachant que la confidentialité va peut-être être un peu molle et puis l'information pourrait circuler ailleurs. Quelqu'un en Haïti me disait à un moment donné, il y a plusieurs années, un Haïtien qui me racontait comment le mensonge était vécu différemment sous le règne de Tonton Macoute que dans des sociétés libérales, donc de cacher la vérité parce qu'on sait qu'on va être entendu, ou cacher les problèmes, les sujets que l'on porte, ça va être différent. De même que dans des cultures où de reconnaître qu'on a des difficultés. J'évoquais ce matin au Japon, c'est pas évident d'avouer des vulnérabilités devant des pairs. Il peut y avoir une honte associée à ça. Donc, comment est-ce qu'on pourrait s'ajuster? De même que la façon de présenter des conseils se fera pas de la même façon là-bas ou ici. Et déjà, entre le Québec et la France, il y a des différences sur la capacité ou la facilité que les gens ont à s'exposer au sein d'un groupe et à nommer leurs enjeux. Et ça c'est sans parler de la durée, parce que le temps court en France et au Québec, c'est différent, parce que le temps de parole n'est pas pareil entre vous et entre nous. On est un peu plus succinct.
Tant et si bien qu'un des ajouts dans le contrat de groupe, et on l'a vécu aujourd'hui, c'était au sein de notre séance, c'était de parler, d'intervenir avec intention et avec concision. Et ça, c'est toujours au bénéfice du client. Parce que parfois, les gens se disent, c'est frustrant de suivre un protocole comme ça en étapes, puis tout ça. C'est quoi la logique? Et pour moi, l'idée, c'est toujours de dire, c'est quelque chose qui va servir le client. Ça va être plus facile pour lui de suivre, d'aller à l'essentiel, de profiter d'une diversité de points de vue si on respecte ces consignes. Bonjour, Louise. Je m'interroge, moi, par rapport sur les groupes qui restent sur un temps long. Chacun prend une place, un rôle dans un groupe. Et comment ça se passe? Comment ça se gère sur la durée, sur les différents moments de retrouvailles de CODEV? En fait, c'est assez simple. À tour de rôle, les gens présentent comme clients. C'est pas ça la question? Non, c'était pas la question. C'était que dans un groupe, on a tous une place. Et quels que soient les groupes, on se retrouve toujours à une place précise qui peut évoluer dans les groupes. Et comment ça évolue avec le temps dans ces groupes qui se retrouvent. En fait, on le retrouve dans les formations. Les gens s'assoient toujours à la même place si la formation dure plusieurs jours. Et donc, on se retrouve... Comment l'animateur gère ça, en fait? C'est pas un sujet, à mon avis, qui est souvent adressé, mais ça peut être intéressant d'inviter les gens à bouger. C'est ça la question, de bouger physiquement autour de la table. Pour ce qui est de ça, c'est pour les cas en vrai. Les cas à distance, mais vous savez, on est dans un contexte différent. Mais quand même, ça amène, pour moi, une invitation à utiliser davantage Zoom que Teams pour faire du co-développement à distance. Pourquoi? Parce qu'avec Zoom, on peut déplacer les vignettes et rapprocher la vignette de celui qui parle de la caméra, et il a davantage l'impression qu'on le regarde dans les yeux. Ça permet de jouer un peu avec l'ensemble des vignettes aussi. On pourrait aussi dire, que tout le monde, là, on met le client en haut et on est tous en train de regarder le client lorsqu'on anime. Donc, ça, c'est une façon de répondre à l'inverse de la question, là, mais on pourrait encourager de la diversité dans l'organisation spatiale. Généralement, moi, je le pratique avec l'animateur d'un côté et le client de l'autre. Il y a des gens parfois qui vont vouloir être animateur à côté du client pour le sentir de proche, le toucher. Peut-être que ça peut être une pratique utile aussi si on sent qu'il y a beaucoup d'émotivité et même que l'animateur se déplace pour se rapprocher du client. L'inconvénient, c'est que on voit peut-être moins bien l'ensemble du groupe. Alors, l'animateur, sa fonction, c'est de mettre le groupe à contribution pour le client, c'est pas de faire le travail lui-même. Donc, il faut qu'il puisse être en contact avec ce qui se passe avec le groupe. Bonsoir. Bonsoir. Amandine, j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure que le facilitateur devait mettre en œuvre des occasions pour faciliter les apprentissages. Je voulais savoir si vous pouviez développer un peu plus ce point-là, peut-être donner des tips ou des exemples de comment faciliter les apprentissages. Ça, c'est la question de demain matin. En fait, souvent, on ramène la question de l'apprentissage en co-développement à la dernière étape, celle où on évoque, où on nomme les apprentissages. Je pense qu'une des façons d'aller plus loin, c'est d'ajouter « oui, mais quoi encore ?» Tu sais, de ne pas s'en tenir à la première évocation. J'ai appris que c'était difficile de faire tel truc. Ouais, mais qu'est-ce que tu as appris? Quelles sont les leçons que tu tires de cette expérience? Si tu donnais 3 conseils à quelqu'un sur ce sujet, si tu écrivais un article sur ton métier et comment il s'applique dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu écrirais? Donc, de pousser un peu le groupe en l'invitant à faire des choses dans ce sens-là. Aussi, de nommer en début de rencontre des intentions d'apprentissage que l'on a. Par exemple, de façon classique, on va souvent dire « Aujourd'hui, on veut travailler le questionnement. OK, qu'est-ce qu'on veut faire dans le travail sur le questionnement? » Et faire le point à la fin. Qu'est-ce qu'on a observé? On se met en mode réflectif. Qu'est-ce qui s'est passé sur notre façon de questionner? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a marché différemment? Qu'est-ce qu'on va peut-être réexpérimenter la prochaine fois? Donc, c'est d'aller plus loin que la simple évocation de « j'ai appris quelque chose ». Oui, mais encore. Déjà, là, je pense qu'il y a de quoi s'amuser à partir de là. Encourager les gens à écrire.
ou à écrire ou à noter leurs apprentissages pour pouvoir les suivre. C'est mieux le faire en Instagram ou en vidéo, peu importe, à s'enregistrer pour pouvoir se réécouter, mais pour pouvoir aussi expliciter ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont retenu. Et de toute façon, vous devez connaître cet acronyme. C'est quoi? Qu'est-ce que je continue de faire? Qu'est-ce que je cesse de faire? Qu'est-ce que je veux créer dans mon activité? C'est tout simple, mais ça permet aussi de cibler davantage des secteurs d'activité sur lesquels, ou des idées sur lesquelles on pourrait aller plus loin. Bonsoir. Donc, Sylvie Bretin, je suis intervenante en entreprise sur des sujets de prévention de la santé mentale et de transformation des organisations. Et je mettais en parallèle le co-développement avec l'analyse de pratique. Ouais. De ma fenêtre, je vois que l'analyse de pratique est bien développée dans le secteur sanitaire et social. C'est une chose qu'on voit assez souvent. Beaucoup moins dans les autres secteurs. À l'inverse, j'ai l'impression que le co-développement trouve une résonance dans d'autres secteurs, comme le service, peut-être un peu l'industrie, je ne sais pas trop. Et voilà, je voulais juste partager cette remarque-là qui me vient et voir un peu, vous, de votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je me dis peut-être que le co-dev, c'est une autre façon de faire de l'analyse de pratique, avec une dimension peut-être de réflexivité a priori, je dis bien, moins développée, donc plus accessible auprès d'un public peut-être moins amené, moins à l'aise a priori sur ces sujets-là. Voilà, donc ça c'était ma première question assez ouverte. Et la deuxième, du coup, c'était aussi l'occasion de vous demander quelle différence vous identifiez entre l'analyse de pratique et le co-développement. OK. Bon, je ne suis pas un expert en analyse de pratique, mais je sais qu'il y a des analyses de pratique. Il y a des versions d'analyse de pratique qui sont très différentes. Les méthodes Balint qui sont très psychanalytiques, puis d'autres qui sont d'un autre ordre. Et d'ailleurs, on a fait un exercice il y a quelques années avec des gens qui tiennent une revue qui s'appelle la Revue de l'analyse de pratique, la revue de l'APP, où on a fait avec des gens en APP puis en co-développement, on a fait parfois des rencontres en co-développement et on a essayé de traiter les mêmes sujets en mode d'analyse de pratique. Et il y avait beaucoup plus de ressemblances que de différences, honnêtement. Mais il y avait, comme le nom l'entend, un peu plus d'analyse dans l'analyse de pratique, puis un peu plus de passage à l'action en co-développement. Parce qu'en co-développement, on va aussi explorer comment les intentions, les hypothèses d'action sont appliquées, et à la séance suivante, on va revenir aussi là-dessus. J'ai l'impression, qui peut être fausse, qu'en analyse de pratique, on est parfois un peu moins proche de l'activité. On regarde, c'est ça, plus pas de l'activité, mais de l'activité pratique concrète dans l'action. On peut discuter du sujet sans que ça soit incarné. Alors qu'en co-développement, c'est toujours incarné, parce que le sujet part de ce qu'une personne porte et il doit être vécu par elle actuellement, ou ça peut être un projet, mais c'est son projet à elle sur lequel on travaille. Moins quelque chose qui est un peu plus théorique. Mais je peux me tromper là, sur cette différenciation. Vous sauriez peut-être m'éclairer? Non? Je ne suis experte ni de l'une ni de l'autre de pratique. Donc voilà. OK. Mais, et ça a été développé, c'est beaucoup plus présent dans le médico-social, en effet, à cause de cet historique des groupes Balint qui ont démarré avec des médecins qui travaillaient sur le transfert, contre-transfert et l'observance du traitement chez les patients. Puis ensuite, avec d'autres groupes de professionnels, alors que le co-développement a été déployé avec des professionnels de la relation d'aide, et des psychologues et des travailleurs sociaux et tout ça, mais aussi dans d'autres contextes. Et j'ai déjà entendu des gens dire, mais ça, c'est toute réserve, que dans certains établissements médico-sociaux qui avaient fait de l'analyse de pratique pendant des années, ils étaient rafraîchis par la proposition du co-développement qui était un peu plus concrète, un peu moins théorique, puis un peu plus pratico-pratique. Mais ultimement, un et l'autre peut profiter de l'autre. Et donc, et dans la revue de l'analyse de pratique, allez voir revue de l'APP sur Internet, et dans la revue de l'Association québécoise du co-développement, on avait publié le même numéro dans nos deux revues.
Alors, si vous voulez voir les comparaisons et les différences sur le sujet, il y a des pistes là-dedans. Et je pense que c'est un sujet qui est riche, là, qui mériterait d'être aussi développé davantage. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Claude. Patricia Siouen, moi je suis coach et j'utilise le co-développement en intelligence collective avec des comités de direction, etc. En fait, je voulais avoir votre point de vue sur la notion de pair, groupe de pairs. Donc la composition du groupe. Parce que je trouve que ça fonctionne excellemment bien dans un codir, etc. Et il y a quelques années, j'ai voulu créer un groupe de co-développement entre diverses entreprises, entre DRH. Et la première DRH que je rencontre me dit « Super, mais moi j'y vais si ce sont des DRH de grands groupes, puisque moi je suis DRH de grands groupes, et j'estime que je n'ai rien à voir avec un DRH d'une start-up de 5 personnes ou 10 personnes. » Et je trouve que c'était assez pertinent, et on a créé un groupe de DRH de grands groupes qui a très bien fonctionné. Donc je voulais avoir votre perception de quelle est la recette de la composition miracle d'un groupe. La recette, c'est qu'il n'y a pas de recette, Okay. À mon avis. Il y a des possibilités nombreuses, des conditions qui peuvent être gagnantes. C'est un défi de tenir des groupes de co-développement avec des pairs dans la même organisation. Ça prend une grande maturité pour éviter conflits d'intérêts, problèmes de confidentialité et tout ça. Initialement, nous, on proposait que les groupes se tiennent uniquement avec des gens indépendants les uns des autres, qu'il n'y ait pas de relation d'autorité des uns par rapport aux autres. Et des gens ont expérimenté dans plusieurs entreprises de le faire autrement, avec des succès, mais avec certains risques. Et puis avec peut-être un des risques qui est aussi qu'il y a peut-être un moins grand dévoilement dans certains groupes quand on sait que le collègue est à côté, va postuler sur le même poste que moi, éventuellement. Bon, il y a des défis de compétition peut-être entre nous. Puis je vous dis ça, puis quelqu'un, il y a 2 semaines, me disait qu'elle utilisait, écoutez bien, des groupes de co-développement en sélection de personnel. Donc, des groupes étaient composés de, je pense, 4 participants, 4 observateurs DRH. Ils regardaient des cas, puis l'idée, c'était de regarder comment la collaboration fonctionnait au sein de ces groupes. Je suis un peu perplexe, mais bon, il faudra voir ce qui était vraiment dévoilé, puisque les gens ont vécu et conservé intérieurement là, sur leur vécu. Donc, c'est ça. S'il y a quelque chose qu'on peut encourager, c'est la diversité. Je suis d'accord avec la DRH d'un grand groupe qui voudrait travailler avec des DRH de grands groupes, mais pourquoi pas aussi inclure quelques personnes qui sont des juniors ou qui sont dans des plus petites organisations, qui sait ce qu'ils pourraient apprendre à d'autres en termes d'agilité, etc. J'ai déjà vu des groupes dans une organisation qui tenaient des groupes de co-développement qu'avec des juniors, et ça ne fonctionnait pas très bien parce qu'il n'y avait personne au sein du groupe qui était capable de prendre un peu de recul, de perspective. Ils étaient tous dans la même réalité. Bien sûr, ils pouvaient échanger, se soutenir sur certains plans, mais pour dépasser, pour aller plus loin, c'était peut-être un peu plus compliqué. Donc, ça dépend des personnes, ça dépend des contextes, ça dépend des chimies que l'on peut créer entre les groupes, ça dépend des organisations dans lesquelles ça se déploie. Mais si on peut encourager la diversité ou les possibilités de travailler avec des gens dans d'autres secteurs d'activité, tant mieux. Puis à la limite, même si on peut voir quelle place on peut faire à des exclus au sein de nos groupes pour voir qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'eux s'ils se joignent à nos groupes. Il y a peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là. Et aux jeunes, parfois c'est équivalent, jeunes et exclus, mais de voir quel genre de groupe d'âge on regroupe dans nos groupes, il y a peut-être quelque chose à regarder. Équilibre homme-femme, diversité culturelle, etc. Merci pour cette dernière question. Vous pourrez poser d'autres questions plus informelles au pot juste après. Comment tu aimerais conclure, Claude, ce temps-là? Qu'est-ce que tu aimerais dire en plus? On conclut. Oui, là, tu peux conclure là. Non, il est déjà 20 heures. Ouais, ça passe vite. Vous voulez rester un peu? Ouais. Non, regarde, écoutez, ces personnes qui sont passionnées, comment disait Margaret Mead, on ne peut restreindre
l'impact d'un groupe de personnes passionnées qui sont ensemble. C'est la seule façon que les changements sociaux ont eu lieu. Et moi, je suis touché de voir comment le co-développement, dans un sens, peut contribuer à ça. Et ça ne se fait pas tout seul à partir de l'idée d'une seule personne ou de 2 personnes, même s'ils ont des noms festifs. C'est tous les gens dans l'ombre ou dans la quasi-ombre. Parce qu'au début, nous, on a travaillé avec des complices, des passionnés du co-développement qui ont déployé l'activité. Et c'est pour ça que ça a eu un tel succès. En termes de phénomène social, on pourra peut-être l'étudier éventuellement sous cet angle. Et donc, je dis merci à tous ceux, celles qui contribuaient comme ça à favoriser l'apprentissage avec les pairs, à créer de l'humanité entre les personnes, de la robustesse dans nos organisations, ce faisant. Et si vous le faites, ou si vous participez, ou si vous envisagez le faire éventuellement, bien merci à vous et bonne continuation.